Nous avions planifié les vacances d'hiver depuis près d'un an, une station de ski dans le Vermont juste après Noël. 2 chalets l'un à côté de l'autre, assez de place pour tous les enfants, une cheminée, du chocolat chaud, des bonshommes de neige, des descentes en bouée, tout. J'avais fait tout le travail, trouvé la station et m'étais assuré qu'elle proposait des options pour les familles ayant des besoins différents. J'avais appelé à l'avance pour confirmer la disponibilité du programme de ski adapté de Caleb. Rachel avait dit qu'elle voulait aider, mais comme d'habitude, elle s'était désistée dès qu'il s'agissait de fournir un effort réel, alors je l'ai incluse, je le faisais toujours. J'ai même payé la compte moi-même pour bloquer les dates. Ce n'était pas donné, mais cela comptait pour moi. Je voulais que Caleb vive ce genre de voyage. Je voulais qu'il en fasse partie, pas qu'il soit simplement traîné derrière tout le monde comme s'il n'était pas à sa place. Puis Rachel a ouvert la bouche et a tout fait exploser pendant le dîner. C'était un dimanche typique chez mes parents. Ma mère avait préparé des itis au four. La maison sentait le pain à l'ail et le parfum trop prononcé, et mon père avait mis le match trop fort dans l'autre pièce. Rachel sirotait déjà du vin avant que nous nous asseyions, ses ongles fraîchement faits, agissant comme si le monde existait pour son divertissement. Caleb était assis à côté de moi, dessinant tranquillement dans son carnet, complètement déconnecté du bruit. Il l'apporte toujours quand nous venons, cela l'aide à faire face à la surstimulation. Rachel s'est penchée pour jeter un coup d'œil à son dessin, puis a ri. Pas un rire gentil, même pas un rire gêné. Elle a regardé autour d'elle et a dit haut et fort, « Ton enfant n'a pas sa place dans des vacances en famille. » La pièce n'est pas devenue silencieuse, seul Caleb l'est devenu. Il a arrêté de dessiner, n'a pas levé les yeux, a juste refermé lentement son carnet et a fixé la table. Personne n'a rien dit. Pas ma mère, qui s'est soudainement occupée à ajuster sa serviette. Pas mon père, qui a monté le volume d'un cran comme s'il ne pouvait pas entendre ce qui se passait juste derrière lui. Rachel a juste eu un sourire narquois et a continué à mâcher. J'ai dit, pas de vacances. J'annule tout. Rachel a cligné des yeux, pensant que je bluffais. Elle a demandé si j'étais sérieuse et a ri comme si c'était moi qui faisais du mélodrame. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Ma mère s'est penchée discrètement et m'a demandé si j'étais vraiment sérieuse. J'ai souri, sans dire un mot. Ce soir-là, après être rentré chez moi, je me suis connecté à mon compte et j'ai annulé tout le voyage. J'ai perdu la compte. Ça a fait mal, mais je m'en fichais. Je ne pouvais pas imaginer traîner Caleb dans un chalet enneigé juste pour passer une semaine à être subtilement ou moins subtilement exclu par sa propre tante. Le lendemain matin, Rachel m'a envoyé un SMS, « Alors maintenant, on annule les vacances pour des blagues. Il faut que tu grandisses. » Puis un suivi, « Ce n'est pas de ma faute si ton gamin ne supporte pas un peu de taquinerie. » Je l'ai bloqué. Elle a toujours été comme ça. Quand elle a eu un accident parce qu'elle avait oublié de mettre sa voiture sur le parking, mes parents l'ont aidée à en avoir une neuve. Quand elle a oublié la réunion parents-professeurs de sa fille pour la 3e fois consécutive, ma mère a trouvé une excuse pour elle. Ils l'ont toujours laissé se laisser porter par la vie. Les règles ne semblaient jamais s'appliquer. Mais cette fois, elles s'appliqueraient, car Rachel ne savait pas que les vacances n'étaient pas la seule chose que je planifiais depuis un an. J'avais aussi discrètement monté une entreprise, une start-up dans laquelle j'investissais mon temps et mes économies depuis près de 12 mois. Tard le soir après que Caleb soit allé se coucher et tôt le matin avant le travail, j'ai fait des recherches, rédigé le plan, parlé à des investisseurs potentiels et même obtenu un petit bureau. Rachel en a eu vent il y a quelques mois et a immédiatement voulu en faire partie. Elle n'avait aucune expérience et aucune compétence réelle à offrir, mais elle voulait que son nom y figure. Elle disait que cela devrait être « à nous » parce que nous étions sœurs. Je ne me suis jamais engagé, elle a supposé que cela signifiait oui. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les papiers de la LLC étaient revenus la semaine dernière. C'était officiel, et elle n'en faisait pas partie. Plus maintenant. Elle ne le savait juste pas encore. 3 jours après avoir annulé le voyage au ski, elle s'est présentée à ma porte. Sans avertissement, sans SMS. Elle s'est garée dans mon allée comme si nous étions en bons termes, comme si elle n'avait pas humilié mon fils devant toute la famille. Caleb était sur le canapé, casque sur les oreilles, totalement concentré sur son dessin. J'étais dans la cuisine en train de plier des serviettes quand je l'ai aperçu par la fenêtre, appuyé contre sa voiture comme si l'endroit lui appartenait, lunettes de soleil toujours sur le nez malgré le ciel nuageux, téléphone dans une main, café glacé dans l'autre. J'ai ouvert la porte,
Je suis sorti et je l'ai refermé derrière moi. Elle a souri comme si de rien n'était. Elle a dit que nous devions parler. Elle a dit que tout le monde était perplexe face à ce drame et voulait que les choses redeviennent normales, que papa et maman pensaient que j'exagérais un peu et que je devrais peut-être réfléchir à la façon dont j'affectais la famille. Je lui ai demandé directement ce qu'elle voulait dire quand elle avait dit que Caleb n'avait pas sa place dans des vacances en famille. Elle a levé les yeux au ciel et a eu ce demi-haussement d'épaule comme si cela ne valait même pas la peine de répondre. Puis elle a dit que c'était évidemment une blague et que j'étais encore trop sensible, qu'il fallait que j'arrête de traiter Caleb comme s'il était en verre, et qu'il devait apprendre à accepter une blague comme les enfants des autres. Je lui ai dit de partir. Elle a ri, m'a traité de mélodramatique et a dit que j'essayais de gâcher ses plans pour l'hiver juste parce que j'étais aigri par quelque chose. Je n'ai même pas répondu. Je suis juste rentré et j'ai fermé la porte. Elle est restée là dehors encore quelques minutes. Je n'ai pas regardé. J'ai juste verrouillé la porte, je me suis assise avec Caleb, et nous avons regardé un documentaire sur les loups. Il n'a même pas demandé qui était à la porte. Il le savait déjà. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un SMS, « On peut se parler bientôt ?» Je n'ai pas répondu. Puis mon père, « Vous devriez peut-être mettre les choses au clair avant que ça ne dégénère. » J'ai laissé sonner. Il ne comprenait pas, ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Rachel a toujours été leur petite chérie désordonnée. Quand elle s'est fait prendre pour vol à l'étalage à l'université, ils ont fait 2 heures de route pour venir la chercher et ont réussi à blâmer les politiques du magasin. Quand elle a oublié le manteau de sa fille en plein mois de janvier, ma mère a dit qu'elle passait juste une semaine difficile. Ils ne l'ont jamais forcée à grandir, alors elle ne l'a jamais fait. Je savais qu'elle ne lâcherait pas l'affaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'abaisse plus bas qu'elle ne l'avait déjà fait. Le lendemain, elle est revenue, cette fois à l'école de Caleb. J'étais garé dans la file d'attente quand je l'ai vue près de l'entrée bras croisés, manteau ouvert malgré le vent glacial, comme si elle essayait de prouver quelque chose. J'ai pensé une seconde qu'elle était peut-être là pour chercher sa fille plus tôt ou quelque chose du genre. Mais non, elle m'attendait. Je me suis avancé lentement, espérant qu'elle resterait en dehors de ça. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est avancée pile dans ma voie alors que je me garais, se tenant devant ma voiture comme dans une scène de film dramatique. J'ai baissé ma vitre de 2 centimètres. Elle a dit, « Il faut qu'on parle. Tu es injuste, Michel. Tu ne peux pas simplement m'exclure comme ça. » Je lui ai dit de bouger. Elle est restée là. « Tu penses que je suis la méchante maintenant pour avoir fait une blague ? Tu es ridicule. » C'est alors que Caleb est sorti, marchant main dans la main avec son enseignante. Il l'a vue, et la façon dont son visage a changé montrait qu'il l'avait reconnue instantanément. Il m'a regardé, puis l'a regardé, puis a baissé les yeux vers le trottoir. Je me suis garé, je suis sorti et je suis allé à sa rencontre. Je ne lui ai rien dit. Elle a commencé à nous suivre jusqu'à la voiture, râlant à nouveau sur le fait que je déchirais la famille pour un commentaire. Je me suis retourné et j'ai dit, « Tu n'es pas effacée, Rachel. Tu n'es juste plus incluse. » Elle a arrêté de marcher. J'ai attaché Caleb sur le siège arrière, je suis monté et je suis parti. Elle est restée là, les bras ballants, au milieu du parking. Ce soir-là, pour la première fois depuis une éternité, personne de la famille n'a appelé. Pas de SMS passif-agressif, pas de messages vocaux culpabilisants. C'était le calme. Je pense qu'ils ont réalisé que je ne céderais pas. Et Rachel, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parce que pendant qu'elle courait partout pour essayer de s'imposer à nouveau dans nos projets de vacances, l'entreprise qu'elle pensait que nous construisions ensemble était déjà à moitié lancée sans que son nom ne figure sur un seul document. Elle avait supplié d'en faire partie. Elle m'avait dit qu'elle voulait enfin faire quelque chose de sérieux, qu'elle était prête à grandir et à être responsable, qu'elle voulait construire quelque chose de durable. Mais elle n'avait pas levé le petit doigt. Elle n'avait aucune idée d'à quel point j'avais déjà avancé sans elle. Non, elle n'était pas seulement exclue, elle n'allait jamais y entrer. Environ une semaine après la scène à l'école de Caleb, Rachel a commencé à s'effondrer. Ça a commencé par des SMS aléatoires à des heures bizarres. D'abord, c'était des trucs passifs-agressifs comme « J'espère que tu es fier de toi » ou « Félicitations, c'est à cause de toi que plus personne ne se parle. » Puis c'est devenu émotionnel, « Tu me manques. Je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. » Et enfin, tu sais, tout ça n'est qu'un énorme malentendu, n'est-ce pas? Je n'ai répondu à aucun d'eux.
Pas parce que j'essayais de la punir, je ne croyais plus un seul mot de ce qui sortait de sa bouche. Puis vinrent les messages vocaux. De longs messages. Certains donnaient l'impression qu'elle avait pleuré, d'autres étaient pleins de colère, énumérant les raisons pour lesquelles j'étais injuste, égoïste et impossible à qui parler. À quelques reprises, elle a évoqué l'entreprise comme si cela allait me faire répondre. Elle disait qu'elle méritait d'être incluse, que j'allais regretter de l'avoir écartée et que je serais perdu sans elle. J'ai sauvegardé chacun de ces messages vocaux. Au 10e jour, elle a recommencé à se présenter. Elle entrait dans mon allée sans prévenir, restait assise dans sa voiture un moment, puis frappait à la porte comme si de rien n'était. Parfois, elle prétendait qu'elle était juste dans le quartier. Une fois, elle a apporté du café et a agi comme si elle déposait une offrande de paix. Une autre fois, elle a amené ses 2 enfants et s'est tenue sur mon porche en parlant fort pour que les voisins puissent entendre qu'elle voulait juste revoir sa sœur. Je n'ai jamais répondu. Mais Caleb l'entendait. Il regardait à travers les rideaux et demandait si nous allions dîner ailleurs. Il a arrêté d'apporter son carnet de dessin dans le salon et a commencé à rester plus près de moi, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, même quand personne ne disait un mot. C'est ce qui a fini par me mettre en colère. Je n'essayais pas d'exclure Rachel de sa famille, elle s'en est chargée toute seule. Mais le fait qu'elle continue à y mêler mon fils en se présentant quand elle savait qu'il serait à la maison, en faisant des scènes qu'il pouvait entendre à travers les fenêtres, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était pas désolée. Elle n'était même pas confuse. Elle cherchait désespérément à reprendre le contrôle. L'illusion d'être nécessaire, l'illusion d'être pardonnée, c'est ce qu'elle ne pouvait pas lâcher. Puis vint la nuit où elle a complètement craqué. C'était un jeudi vers 18h. Je venais de servir le dîner. Caleb était à table, mangeant tranquillement de la purée de pommes de terre. J'étais dans la cuisine en train de rincer la vaisselle quand j'ai vu des phares balayer le mur du salon. Je suis allé à la porte, j'ai vu sa voiture et j'ai senti mon estomac se nouer. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir, j'ai juste attendu. Elle n'a pas frappé cette fois. Elle a martelé la porte violemment, encore et encore. Puis elle a hurlé mon nom. Caleb a tressailli et a laissé tomber sa fourchette. J'ai entrouvert la porte et je suis sorti. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges, son manteau ouvert dans le froid glacial. Elle a marché droit vers moi comme si elle était prête à se battre. « Il faut vraiment que tu arrêtes de te prendre pour je ne sais qui », a-t-elle dit. « Tu déchires la famille pourquoi, exactement ?» Une blague. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qu'elle avait dit, mot pour mot, sur le fait que Caleb n'était pas à sa place. Elle a haussé les épaules. « Oh, allez, Michel. C'est un gamin adorable, mais il est différent et j'étais honnête. Tu ne peux pas le protéger dans du papier bulle pour toujours. » C'était la goutte d'eau. Je lui ai dit de partir. Elle a dit qu'elle ne bougerait pas tant que je ne lui parlerais pas comme à une adulte. J'ai dit, c'est ce que je fais, je te parle comme à une adulte. Pars. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, très bien. Continue de jouer à la perfection, mais ne t'attends pas à ce que je me taise quand tu lanceras ta petite entreprise. Je n'ai même pas scié. J'ai dit, vas-y, parle autant que tu veux. Tu n'en fais pas partie. Tu n'en as jamais fait partie. Elle a eu l'air sidérée, comme si elle ne s'était pas permis de croire que j'étais sérieuse jusqu'à cet instant précis. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. Elle est restée dehors pendant près de 10 minutes après cela. Je n'ai pas regardé. Je me suis assise à table avec Caleb, je l'ai aidé à finir son dîner, puis nous avons regardé un documentaire animalier jusqu'à l'heure du coucher. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ma mère a répondu doucement, mon père était sur haut-parleur. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, je leur ai dit que Rachel était revenue à la maison, qu'elle avait crié devant Caleb et qu'elle m'avait menacé. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne leur ai pas demandé de faire quoi que ce soit. J'ai juste exposé les faits. Et pour la première fois de ma vie, ils ne l'ont pas défendu. Ils sont restés silencieux. Vraiment silencieux. Puis mon père a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa part, c'est allé trop loin. Puis ma mère a dit, nous allons lui parler. Pas de, elle ne le pensait pas, ou, elle traverse une période difficile. Juste ça. C'était la première fissure dans le mur qui avait toujours protégé Rachel. Elle n'avait pas l'habitude que les gens fassent demi-tour et s'en aillent. Mais c'était exactement ce qui commençait à arriver.
Et elle le savait. Je n'ai pas vraiment cru mes parents quand ils ont dit qu'ils lui avaient parlé. Ils avaient déjà dit cela au fil des ans, pour différents incidents et différents gâchis que Rachel laissait derrière elle. À chaque fois, cela se terminait de la même manière, elle pleurait, il s'adoucissait, et rien ne changeait. Alors quand ma mère a appelé pour me demander de venir seule dîner, j'ai supposé que ce serait un nouveau round de neutralité prudente. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose dans sa voix semblait différent, pas défensif, pas précipité, juste fatigué. Quand je suis arrivé, la maison semblait étrange. Pas de bruit de télé, pas de bavardage en arrière-plan. Mon père était déjà assis à table, les mains jointes, fixant le vide. Le dîner était sur la cuisinière, intouché. Ma mère s'est assise en face de moi et a dit « Nous sommes allés la voir ». J'ai attendu. Elle a explosé, a dit mon père. Immédiatement, ils m'ont tout raconté. Comment Rachel a commencé à hurler avant même qu'il ne s'assoie. Comment elle les a accusés d'être de mon côté, de me laisser les manipuler. Comment elle a ri quand ils ont mentionné Caleb. Elle a vraiment ri. Elle a dit que je l'utilisais comme un bouclier pour contrôler tout le monde. C'est là que ma mère a fini par craquer. Elle a dit à Rachel qu'elle en avait fini de trouver des excuses à son comportement, fini de prétendre que la cruauté était de l'honnêteté, et fini d'intervenir chaque fois qu'elle refusait de gérer sa propre vie. Elle lui a dit que ce qu'elle avait dit à Caleb était inacceptable, et que si elle ne comprenait pas pourquoi c'était un problème. Rachel a hurlé, a jeté quelque chose, s'est précipitée dans sa chambre et a claqué la porte comme une adolescente. Mes parents sont partis. Ils étaient assis là à table avec moi, admettant tranquillement quelque chose que je ne pensais jamais entendre. Nous sommes épuisés depuis des années, a dit ma mère. Nous ne voulions juste pas l'admettre. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'étais engourdi. Puis est venue la partie qu'aucun de nous n'attendait. Dès le lendemain après-midi, mon père s'est arrêté chez elle pour déposer du courrier qui leur avait été livré par erreur. Quand il s'est garé dans l'allée, la fille aînée de Rachel était assise seule sur les marches du perron, son sac à dos à côté d'elle. Il gelait dehors. Elle lui a dit que sa mère l'avait déposé tôt ce matin-là en disant que mamie et papy s'en occuperaient. Pas d'appel, pas d'avertissement, rien. C'était tout. Mon père l'a fait entrer, l'a réchauffé, lui a donné à manger, puis a appelé Rachel et lui a dit que cela ne pouvait plus jamais se reproduire. Plus jamais. Il a dit qu'il ne ferait plus de babysitting à la demande, qu'il ne couvrirait plus ses arrières et qu'il ne réparerait plus ce qu'elle cassait. Rachel a perdu les pédales, les a accusés de l'abandonner et a dit qu'il la punissait pour donner une leçon. Ma mère lui a dit calmement que ce n'était pas une punition, c'était la vie d'adulte. Ce soir-là, mes parents m'ont fait m'asseoir et m'ont dit qu'ils prenaient du recul vis-à-vis d'elle entièrement pendant un certain temps. Plus d'argent, plus de garde d'enfants, plus de gestion de crise. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de limites, eux aussi. Je les regardais le dire à haute voix comme s'ils essayaient de s'en convaincre autant que moi. Puis l'inattendu s'est produit. Rachel s'est présentée chez eux 2 jours plus tard et a fait une scène si bruyante qu'un voisin a appelé pour se plaindre. Ses enfants étaient dans la voiture et regardaient. Ma mère n'a pas ouvert la porte. Mon père lui a dit à travers la porte qu'elle devait partir et se calmer. Elle a hurlé que tout le monde était contre elle, que j'avais monté la famille contre elle et qu'elle ne leur pardonnerait jamais. Ils ne lui ont pas couru après. Ils ne se sont pas excusés. Ils l'ont laissé partir. Pour la toute première fois, personne n'a couru après elle. 3 jours ont passé. Pas de SMS, pas de messages vocaux, pas de passage en voiture. Puis, tard un soir, j'ai reçu un message d'elle. Juste 3 mots, j'ai déconné. Pas d'excuses, pas de reproches, pas de suite. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé voir Caleb. Il dormait, son carnet de dessin ouvert à côté de lui, une main posée sur la page comme s'il s'était assoupi au milieu d'une pensée. Pour une fois, le chaos n'était pas de ma responsabilité. Et pour la première fois de ma vie, Rachel était forcée de faire face seule aux conséquences de son propre comportement. C'était le vrai début de la fin. Après ce SMS, j'ai déconné, je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne veux l'admettre, attendant un autre message, quelque chose pour faire suite, une explication, un retour en arrière, mais rien n'est venu. Juste ces 3 mots. Je ne l'ai pas supprimé, mais je n'ai pas répondu non plus. Je pense qu'une partie de moi voulait qu'elle reste face au silence pour une fois, qu'elle ressente le poids de ne pas être réconfortée, de ne pas être excusée.
Je n'étais plus en colère, juste fatigué. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être sorti de la tempête et de pouvoir enfin m'entendre penser. Cette semaine la passa tranquillement, trop tranquillement. Caleb a recommencé à faire ses nuits. Il a dessiné 3 pages entières dans son carnet sans en déchirer une seule. Jeudi, il a demandé si nous pouvions aller faire de la luge après l'école. Nous sommes restés dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Il a fait des anges dans la neige et a parlé de commencer une bande dessinée sur des animaux qui ne parlent qu'en images. J'ai écouté comme je ne l'avais pas fait depuis des semaines, parce que pour une fois, mon esprit n'était pas à 10 endroits différents en train de me préparer à la prochaine explosion de Rachel. Puis samedi est arrivé. C'était tôt. J'étais encore en pyjama en train de faire des pancakes. Le café n'avait même pas fini de passer quand j'ai entendu un moteur de voiture dehors. J'ai regardé à travers les stores. C'était elle. Elle est restée dans la voiture un moment, moteur éteint, juste assise. Puis elle est sortie. Pas d'enfant avec elle, pas de lunettes de soleil, pas de téléphone à la main. Elle s'est avancée sur le porche et a frappé une fois. Je n'ai pas bougé. Elle a frappé à nouveau, plus doucement cette fois. Puis rien. Elle s'est assise sur la marche du haut. Pendant les 40 minutes suivantes, elle est juste restée assise là. Pas d'appel, pas de cri. Elle n'a même pas envoyé de SMS. Elle est partie discrètement. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message, j'ai attendu parce que je ne voulais pas m'imposer à nouveau. J'essaie, Michel. Je ne suis pas doué pour ça, mais j'essaie. Alors, je n'ai pas répondu. Je l'ai lu, puis j'ai posé le téléphone. Je n'essayais pas de la punir. Je ne savais juste pas ce qu'elle attendait. Que je dise, ce n'est pas grave, et que j'ouvre la porte comme si rien de tout cela n'était arrivé? Cela n'allait pas arriver. Lundi est venu, puis mardi, puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un appel de la coordinatrice du programme de ski adapté que Caleb était censé suivre pendant nos vacances désormais annulées. Elle semblait confuse. Quelqu'un a fait un don, a-t-elle dit. Un don important au nom de Caleb. Pas d'adresse de retour, juste un mot qui disait, pour les enfants qui ont leur place partout. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'avait pas besoin de signer, je savais exactement de qui cela venait. Je suis resté avec ça un moment. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Caleb car même si le geste était gentil, ce n'était pas quelque chose que je voulais qu'il porte. La rédemption n'est pas quelque chose que l'on livre dans un acte soigneusement emballé, c'est quelque chose que l'on vit discrètement au fil du temps. Puis mercredi est arrivé. Elle a frappé à nouveau. Cette fois, j'ai ouvert la porte. Rachel se tenait là, tenant quelque chose de petit dans ses mains, un carnet de dessin tout neuf. Le nom de Caleb était écrit sur la couverture en lettres nettes et soignées. Pas de décoration, pas de fioriture, juste son nom. Elle n'a pas essayé d'entrer. Elle a dit qu'elle l'avait acheté pour lui, qu'elle savait que cela ne réparait rien, et qu'elle ne demandait pas à être pardonnée aujourd'hui ou peut-être jamais. Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour revenir dans ma vie, elle était venue parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait passé la majeure partie de la sienne à jouer la comédie pour des gens qui ne cessaient d'abaisser la barre pour elle et à m'en vouloir parce que je continuais à la placer haut pour moi-même. Elle a admis que rire de Caleb n'était pas dû au fait qu'il soit différent, c'était à cause de la petitesse qu'elle ressentait face à lui, face à moi. Qu'elle détestait la facilité avec laquelle il trouvait de la joie dans des choses qu'elle ne comprenait pas et la rapidité avec laquelle je l'avais choisi lui plutôt qu'elle. Qu'elle n'avait jamais réalisé jusqu'à présent qu'elle ne m'avait laissé aucun choix. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'ai juste écouté. Puis j'ai pris le carnet de ses mains, j'ai hoché la tête et j'ai fermé la porte. Je l'ai posé sur l'étagère de Caleb, juste à côté de celui qu'il avait rempli pendant la semaine où elle était restée silencieuse. Il n'a pas demandé d'où il venait, et je ne lui ai pas dit car ce n'était pas son fardeau. Ce n'était pas à lui de finir cette histoire. Rachel était au début de quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec Caleb. Ce n'était pas une question de famille, de loyauté ou de pardon. Il s'agissait pour elle d'apprendre à être une personne sans attendre d'applaudissements. Elle avait passé sa vie entière à exiger de la grâce sans jamais en offrir. Maintenant, elle apprenait ce que signifiait la mériter. Des semaines passèrent. Plus de SMS. Plus de visites surprises. Plus de scènes sur le porche. C'était étrange la rapidité avec laquelle tout s'était calmé. Après des mois de chaos,
le silence a commencé à ressembler à quelque chose auquel je devais m'habituer à nouveau. Et je l'ai fait, pleinement et tranquillement. Caleb aussi. Les terreurs nocturnes ont cessé. Il a commencé à dessiner plus d'animaux, ces derniers temps, ce sont des loups avec des casques spatiaux. Sa nouvelle chose préférée est de dire qu'il est le « gardien de zoo spatial de la galaxie ». Rachel est restée à l'écart. Puis un dimanche, sans prévenir, ma mère nous a invités à dîner. J'ai dit oui pas pour Rachel, mais pour Caleb. Je savais que mes parents lui manquaient, même s'ils ne le disaient pas. Ils s'étaient éloignés de Rachel, mais ils étaient restés distants avec moi aussi, comme s'ils ne savaient pas comment réparer les années passées à prétendre que rien n'était jamais vraiment de sa faute. Nous sommes arrivés en retard, je voulais être sûr qu'elle ne serait pas là. Elle n'y était pas. Le dîner fut calme, simple, paisible. Ma mère n'a pas posé de questions difficiles. Mon père a aidé Caleb à construire un avion en papier avec une serviette. Pour la première fois depuis longtemps, on se sentait à nouveau comme une famille. Après avoir mangé, pendant que Caleb jouait dans le salon, ma mère a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes sortis sur le porche. Elle m'a dit que Rachel était différente ces derniers temps. Pas de manière spectaculaire, mais différente. Elle avait arrêté de se présenter sans prévenir. Elle avait commencé à organiser une véritable garde d'enfants au lieu de simplement déposer ses enfants sans demander. Elle a trouvé un travail à temps partiel, le premier qu'elle gardait plus d'1 mois depuis des années. Et le plus surprenant de tout, elle a arrêté de parler de moi entièrement. Pas de reproches, pas de drame, juste le silence. Puis mon père est sorti et nous a rejointes. Il a dit, nous ne voulions pas admettre à quel point elle épuisait tout le monde. Nous disions toujours qu'elle était débordée, mais la vérité est que nous l'étions aussi. Il m'a regardé et a dit, nous aurions dû prendre ta défense il y a des années. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Je n'avais pas besoin d'excuses, pas vraiment. Les entendre l'admettre était suffisant. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, elle était égoïste avec nous aussi, Michel. Tu n'étais pas la seule. Nous ne savions juste pas comment l'arrêter sans que tout empire. Elle a marqué une pause. Mais ensuite, tu l'as fait. Tu l'as arrêté. Et c'est peut-être pour ça qu'elle change enfin. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas encore y croire. Le changement ne se prouve pas par des excuses, il se prouve par ce que l'on fait quand plus personne ne nous applaudit. Et Rachel avait toujours vécu pour les applaudissements. Mais je savais aussi que quelque chose avait basculé. Le week-end suivant, elle m'a envoyé une photo. Juste un carnet de dessin. Sa fille avait dessiné un renard avec un sac à dos portant l'inscription « L'ami de Caleb ». C'était tout. Pas de légende, pas de demande de rencontre, pas de message caché, juste un geste discret, que je pouvais choisir d'accepter ou non. Je l'ai montré à Caleb. Il a souri et a dit « Elle s'améliore en dessin ». C'est tout ce qu'il a dit. Puis il est retourné à sa bande dessinée. Je n'ai pas répondu à Rachel, pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Elle apprenait enfin à être dans nos vies sans s'en imposer le centre. Et moi j'étais enfin libre de vivre la mienne sans la traîner derrière moi.